Bienvenue dans les conversations d'Anthropique, le réseau des socio-anthropologues professionnels francophones, animé par Dominique Desjeux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Nova. Il y a un autre nom sur les slides, c'est que en fait, je vais vous parler du prolongement du livre sur les smartphones et qui est une autre enquête que j'ai menée avec une collègue qui s'appelle Anaïs Bloch et qui a donné lieu à un autre ouvrage qui est ici en toile de fond. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de ces deux enquêtes que j'ai menées à la fois sur le smartphone et sur ces lieux assez particuliers que sont les boutiques de réparation de smartphones, qui sont des lieux pas forcément officiels et certifiés. Et le point de vue qui est le mien, moi, voilà, j'ai un parcours un peu sinueux. Hein, je me définirais plutôt comme un socio-anthropologue qui s'intéresse aux objets numériques. Mais j'ai un parcours avant, à la fois dans les sciences de la nature et dans les questions technologiques, notamment d'interaction humain-machine. Mais bon, c'est plus intéressant de parler des enquêtes que du CV. Et donc, ce que j'avais prévu là, en à peu près une demi-heure, c'est peut-être faire un petit point sur cette enquête et de vous montrer comment j'en suis venu à m'intéresser à ces lieux, hein, les boutiques de réparation de smartphones, et puis comment, avec ma collègue Annalise, on a enquêté sur ces espaces et quelques enjeux en fait qui sont intéressants par rapport au croisement des questions à la fois de transition numérique et puis enjeux environnementaux. C'est un bon cas en fait pour voir comment les enjeux de réparabilité ou de non-réparabilité sont abordés dans la matérialité de cet objet. Alors, l'origine, hein, j'avais pas du tout prévu de passer les 5 dernières années sur des questions de réparation. Euh, voilà, j'ai fait tout un travail d'abord sur le smartphone, hein, de comprendre l'expérience vécue avec le smartphone, hein, une enquête qui était en fait une thèse avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est Mathilde Bourrier à l'Université de Genève, hein, qui était ma directrice de thèse en socio-anthropologie. Et le travail avait consisté à enquêter sur les usages du smartphone à Genève, à Tokyo et à Los Angeles pour saisir, en fait, du point de vue des propriétaires de cet objet, nommons-les comme ça, qu'est-ce que c'était de vivre avec un smartphone, comment ça avait changé le quotidien. Alors, genre, ça donnait lieu au livre vert que Dominique a montré tout à l'heure, et qui, si je le résume, hein, pour le résumer, je prends la patate des matières, a essayé de partir d'un certain nombre de métaphores, de descripteurs que les propriétaires de cet objet utilisaient sur ces 3 territoires pour décrire en fait leur relation au smartphone. La laisse, par exemple, c'est le sentiment, c'est peut-être de tenue en laisse par cet objet. La prothèse, c'est la capacité que l'objet smartphone a d'augmenter nos capacités de perception, reconnaître, je sais pas, une fleur ou un chant d'oiseau, ou bien à retrouver un nom qu'on a perdu d'un lieu où on a passé ses vacances. Donc, cette dimension de prothèse cognitive. Le miroir, c'est le smartphone comme objet qui nous renvoie des informations pour se connaître, sur notamment la dimension de soi quantifié, le nombre de pas qu'on a fait, toutes sortes d'informations de ce genre. La baguette magique, c'est la façon dont le smartphone était vécu et utilisé comme un objet de contrôle, de prise sur le monde. Le cocon, c'est la question des sociabilités, de comment l'objet à la fois ouvre des sociabilités mais les referme sur on va dire un réseau de personnes particuliers. Alors, je parle de la coquille vide après, mais toutes ces thématiques me permettaient à la fois de décrire l'objet smartphone, mais de revenir ensuite sur l'histoire, en fait, et toutes sortes de tensions à l'œuvre dans les objets numériques, hein, depuis une quarantaine d'années. Hein, par exemple, la question de la prothèse avec le smartphone, qui étend des capacités de perception, d'attention ou de mémoire, en fait, se rejoue là tout un ensemble de questions qui se sont déjà posées avec l'arrivée de l'ordinateur, avec l'arrivée de la calculatrice,
Donc, en fait, au travers de chacun des chapitres, il y a aussi une dimension historique qui permettra de montrer comment le smartphone réactive un certain nombre de débats qu'on a eu sur le numérique et aussi dans la littérature, en sociologie, en anthropologie, en histoire des techniques, et que, en fait, à chaque fois, il y a des tensions qui sont décrites par les enquêtés, posture pragmatiste, mais en fait, qui font écho à des tensions antérieures. Alors, ça, c'est ce dont je ne veux pas vous parler, c'est dans l'ouvrage. De manière absolument, enfin, on aurait pu s'y attendre, mais je ne pensais pas que ça prendrait une telle place. Une des expressions qui est revenue souvent, l'expression de coquille vide ou de dead brick, une brique morte, en fait, c'était ces expressions qui étaient employées par les utilisateurs et utilisatrices de smartphones pour faire référence à l'objet cassé, qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, soit parce qu'il n'y a plus de batterie, soit parce que l'écran est tombé, soit parce qu'il a malheureusement basculé dans les toilettes et il a atteint un tel degré d'humidité que ça ne marche plus. Donc, la question de la panne et de qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, et c'est une des raisons pour lesquelles, à partir de 2016, je me suis intéressé à cette question de l'incident, de la panne. Alors évidemment, j'avais intérêt sur ces questions avant, mais de le formaliser avec un projet de recherche, là, donc un second projet qui a été financé par le Fonds national de la recherche en Suisse, sur l'expérience de réparation en fait des objets numériques et notamment du smartphone, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que font les gens quand ça ne marche plus, quand c'est cassé, comment est-ce que la panne est vécue, ou ces choses-là qui sont difficilement réparables, voire même peu réparables, se réparent quand même, avec un intérêt pour les lieux de réparation type atelier associatif, repair café, les hackerspace et Fab Lab, qui sont un peu ces espaces nouveaux depuis une quinzaine d'années de bricolage, et puis surtout les boutiques non affiliées aux grandes marques qui ont ouvert, qui ont éclos depuis une quinzaine d'années, et que dans le cadre de ma thèse, j'avais déjà un peu exploré parce que c'était un dans une ethnographie un peu périphérique, c'était un des points d'accroche, des lieux de prise en fait des cultures numériques qui étaient mentionnés très souvent par les enquêtés, et aussi parce que moi, dans les démarches de recherche que j'ai quand même un intérêt pour la question des utilisateurs ou des pratiques plus marginales en fait, et de se dire mais que c'est peut-être moins ce qui est attendu quand on travaille sur les médias et les cultures numériques, mais qu'il semble se passer quelque chose dans ces espaces parce que les gens en parlent ou parce que moi je les remarque dans l'espace public, et du coup il faut s'y intéresser. Et donc ça m'a amené aussi à me questionner sur cette espèce de moment en fait autour de 2015 de tension en fait entre d'un côté tout un ensemble de travaux ou de gens qui nous incitent à plus utiliser des technologies numériques. Là, j'ai pris l'exemple d'un centre, un think tank voisin ici à Genève, qui est le World Economic Forum, avec des gens comme Klaus Schwab et puis d'autres gens qui nous disent que voilà, la transition numérique, c'est là où il faut aller, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et puis d'un autre côté, en fait, toute une littérature sur des questions de crise environnementale, d'effondrement. Et en fait, je trouve intéressant à un moment donné, dans le contexte de ces différents projets que je menais, de situer en fait ces deux postures comme une espèce d'injonction paradoxale, de transition numérique et puis de transition environnementale, avec une difficulté à les tenir l'un avec l'autre, et du coup aborder la question de la réparation, de la maintenance des objets était une manière d'aborder cette tension, cette espèce de déséquilibre entre les deux, en regard en fait de tous ces espaces dont j'ai parlé un petit peu avant. Là, vous avez typiquement, un exemple typique des boutiques qui m'intéressaient, avec vous voyez, j'y reviendrai après, mais la métaphore médicale, avec tout un ensemble d'éléments visuels, et qui en fait, d'un point de vue plus de cadrage académique, ce moment de prise de conscience et d'intérêt pour ces espaces
de façon un peu, enfin, c'était pas du tout prévu comme ça, mais c'est fait de façon concomitante avec l'éclosion de tout un champ de recherche qui s'appelle les Repair and Maintenance Studies, hein, donc les études sur la réparation et la maintenance dans les sciences sociales, en histoire, en sociologie, en STS, en anthropologie, avec quelques travaux. Hein, là, j'ai mis quelques exemples de textes assez intéressants, hein, alors parfois ça redécouvre un peu des choses qui avaient déjà été décrites antérieurement. Hein. Steve Jackson, là, qui parle de l'importance de repenser la réparation et de partir du fait que dans les objets techniques, la panne et l'incident est intrinsèque à l'objet technique et son usage. C'est des choses je pense que vous connaissiez d'avant, mais bon, il ne faut pas non plus être méchant non plus. Donc c'est toujours intéressant de voir comment il y a des espèces de cycles et de vagues. Et donc il y a un regain d'intérêt pour ces questions récemment. Sur la droite, il y a un papier de Jérôme Denis et David Ponty, hein, qui publie demain à la découverte un livre qui s'appelle Le soin des choses, qui est un résumé, une synthèse de tout ce que je vous raconte ici, si ça vous intéresse. Alors ça, c'est pour le cadrage, et puis j'ai mentionné le questionnement. D'un point de vue concret, parce que tout ça est une enquête, ce qui nous intéressait avec ma collègue Anaïs, c'est de réaliser une enquête multisituée en prenant un pays qui n'est pas forcément, un territoire qui n'est pas forcément celui qu'on attend le plus quand on parle des questions de réparation, de réemploi et de maintenance. Le pays où on est, la Suisse. Et il y a quelque chose, enfin, il y avait un côté un peu presque pied de nez, en fait, parce que dans les enquêtes que j'ai pu mener ailleurs, en me retrouvant par exemple à Cuba à parler des questions, des collègues là-bas me disaient, mais en Suisse, vous réparez des choses. Ça les étonnait beaucoup et je trouvais intéressant. Il y avait un côté un peu, on pourrait quasiment dire, exotique à l'envers de prendre en fait un territoire comme la Suisse et de prendre 3 territoires plus spécifiquement, Genève, Lausanne et Zurich, pour faire une enquête. Alors, j'ai plus le chiffre exact du nombre d'entretiens, du nombre de boutiques visitées, je m'en excuse, mais c'est un projet qui a duré 2 ans, dans lequel on a fait une série d'entretiens ponctuels et puis ensuite répétés dans ces boutiques. Et puis ma collègue Anaïs a fait 2 stages dans différentes boutiques, de stages de plusieurs mois, hein, d'aider les réparateurs, quelques réparatrices, mais un milieu essentiellement masculin quand même, et aussi de faire des entretiens dans des repair cafés, dans des hackerspace et Fab Labs de type coopératif. Et à partir de là je vais faire une chose extrêmement synthétique, mais la matière qui a été produite dans ces enquêtes, hein, très typique, moi, du genre d'enquête que je mène. Alors, il y a beaucoup de photographies, il y a beaucoup d'entretiens, de verbatim, de prise de notes dans des carnets, mais une difficulté à laquelle on s'est confronté, c'est que ces boutiques qui sont parfois dans des quartiers, enfin, des lieux un peu plus interlopes ou en tout cas avec des personnes qui n'ont pas un statut toujours légalement très très valide, en fait, a donné lieu à une interrogation, enfin, en tout cas une difficulté à rester dans ces lieux et à les documenter. Et en fait, la pratique de ma collègue Anaïs, qui a à la fois une formation en design et en anthropologie, sa pratique de dessin lui a permis en fait de trouver un rôle de rentrer, rester dans le terrain. C'est une thématique qu'on a pas mal discuté aussi avec Mathilde Bourrier, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et comment on rentre dans le terrain, comment on y reste, et comment on trouve un rôle. Et puis le fait qu'elle dessinait, qu'elle faisait des petits croquis, des planches de BD, a tout de suite fait qu'elle avait un rôle et qui nous a permis d'aller dans des espaces dans lesquels on n'aurait jamais pu aller. Des boutiques de magasins de pièces détachées de gros à Lyon qui ont été montées par des gens de Haute-Savoie et de Genève et qui ne servent que leurs cousins ou des gens qui montent pas de blanche. Et Anaïs était celle qui dessinait les réparateurs, donc elle pouvait rentrer dans ces espaces. Mais je pense que j'aurais pas pu parce que je n'avais pas cette pratique-là. Alors, sur la base de cette matière, on a pris, enfin, ça, je pense, c'est intéressant d'un point de vue méthodologique. En cours d'enquête, on a produit une série de documents, de fanzines, une espèce de petits documents comme ça, rapidement produits sur des thèmes qui pouvaient être, par exemple, le thème des objets qu'on pouvait acheter chez les réparateurs, le thème des gestes. Donc, on a fait comme ça 6 numéros d'une espèce de petits fanzines produits extrêmement rapidement, qui était une manière pour nous de produire une première synthèse de notre matériel d'enquête et surtout de le partager
avec les personnes des boutiques, avec les personnes des Fab Labs et des Hackerspace, avec des collègues sociologues ou anthropologues, avec les étudiants, hein, parce que je suis dans une école d'art de design, et du coup d'enrichir, de questionner, de reconstituer, enfin d'avoir des idées sur comment préciser notre guide d'entretien, notre grille d'observation, de valider en fait par une forme un peu une sorte d'auto-confrontation on pourrait dire légère en fait avec ce genre de documents, à la fois synthétiser mais en même temps enrichir notre matériau d'enquête et à la suite duquel on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein, quel format on trouve qui permettrait de donner de rendre compte de ce matériau d'une manière à la fois pertinente par rapport aux questions, au questionnement, aux questions de recherche, mais également par rapport à nos participants et participantes à l'enquête qui étaient dans des boutiques et qui sont aussi des collègues qui peuvent être dans les sciences sociales, en design, en ingénierie ou auprès des étudiants. Et le choix qui a été fait, c'est de reprendre un format qui est intéressant en sociologie, en anthropologie, qui est celui des portraits. Et donc, on a fait un livre, on l'a fait en anglais, un livre qui est une série de 16 portraits de réparateurs, quelques réparatrices, dans les boutiques, surtout, et un peu dans les hackerspace et Fab Lab, en Suisse, et un 17e portrait qui est un centre commercial à Shenzhen, le centre commercial de Waqiangbei, qui est la source, qui est là d'où viennent toutes les pièces détachées du monde pour le smartphone. En Et c'était une Chine? manière en Chine, qui était une manière de mettre en regard, en fait, ce côté très local en Suisse avec d'autres lieux et d'autres territoires. Et donc, l'ouvrage est une série de 16 portraits dans lequel il y a à chaque fois un petit texte écrit par ma collègue Anaïs ou moi de notre point de vue sur la boutique que l'on découvrait, une série de photographies qui montraient on va dire, la dimension matérielle, hein, les objets, la devanture. Ensuite, soit un verbatim sur un texte d'une ou deux personnes qui travaillaient dans la boutique et comment cette personne est venue à travailler dans cet espace. Donc là, il y a à la fois un lien entre Genève et Lyon parce que c'est des gens d'une famille en fait qui ont plusieurs boutiques. Et puis après, vous voyez une série de vignettes de bandes dessinées qui sont une reprise des notes de terrain retravaillées et remis dans le style graphique du livre. Alors voilà, on travaille avec un designer graphique, Raphaël Verona, qui nous a aussi suggéré certains choix esthétiques. Donc, par exemple, le fait de travailler avec une couleur là, qui est une couleur utilisée par Apple pour certains modèles de smartphones ou d'ordinateurs, d'utiliser des typographies, ce sont toutes les marques de smartphones. Donc, il y a un côté, ça c'est le côté, enfin voilà, la culture graphique helvétique qui est un peu, enfin, quand on produit ce genre de travail de recherche dans un contexte d'école d'art et design, c'est aussi un passage obligé, j'allais dire, mais que je pense qu'on a essayé de prendre de manière pertinente par rapport à notre objet en faisant un bel ouvrage en fait qui soit intéressant et j'ai pas en fait, à la suite de ça, à la suite des portraits, il y a une série d'une quarantaine de pages, plutôt analytiques, hein, très textuelles, qui commentent les vignettes ethnographiques, qui commentent les photos, qui commentent les enseignements que je vais vous présenter dans un instant. Mais l'idée de cet ouvrage, c'est qu'il a plusieurs facettes, en fait, et qui permet, voilà, il peut être lu par des gens du monde académique qui vont rentrer dans le détail des enjeux méthodologiques ou des résultats de l'enquête, mais ça peut être lu par des étudiants de première année qui vont découvrir ce que c'est que l'ambiance dans une boutique de réparation. Dans les cours que je peux donner dans lesquels on travaille ces questions, ça peut être lu aussi, enfin, on l'a ramené dans les boutiques et dans certains hackerspace. Alors, évidemment, tout ne parle pas aux personnes, mais il y a à la fois une forme de valorisation, hein, de personnes qui étaient à la fois contentes qu'on valorise leur travail d'une manière académique de cette manière, mais aussi une façon pour ces réparateurs et quelques réparatrices de construire une forme de réflexivité par rapport à leur pratique. Et tout ça, le livre, alors la version imprimée
j'en ai plus beaucoup et c'était vendu. Mais par contre, le PDF, hein, comme c'est financé avec de l'argent public, hein, c'est un open access. Je pourrais vous faire suivre les diaporamas. Il y a l'adresse internet pour trouver le document, de même que les fanzines que j'ai présentés avant. Donc voilà, là c'est l'objet lui-même. Je pense en une dizaine de minutes, hein, je regarde le temps de Dominique, je vais prendre quelques-uns des enseignements qui sont intéressants ben voilà, à partir de cette enquête pour donner un peu un éclairage sur qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut prêter attention à ces espaces, qu'est-ce qui s'y passe et en quoi ces espaces contribuent en fait à une forme de culture numérique. Alors, le premier point, alors, qui est plus descriptif, c'est que vous avez peut-être, vous, une expérience de ces espaces, comme des endroits où on va réparer des écrans cassés rapidement. Il n'y a pas besoin de passer par l'Apple Store, hein, si vous avez Apple, chez Apple, si vous avez un iPhone ou d'autres. Voilà, il y a une forme d'aspect commode, mais l'idée qu'on en a, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu dans des enquêtes, qui est souvent, voilà, ça raccommoder rapidement des écrans cassés, c'est une vision un peu limitée parce qu'en fait, il y a toute une diversité de lieux et de pratiques qui vont de réparation, de remise en état matériel, les écrans, les boutons, le connecteur de charge, à des services beaucoup plus élaborés de récupération de données, de sauvegarde de données, de transfert de contenu d'un smartphone à un autre ou à un disque dur, à l'installation logicielle, à des conseils sur comment utiliser certaines applications et je sais pas comment vous exprimer oralement de telle sorte que Siri vous comprenne, comment faire en sorte que Spotify vous suggère les bons morceaux et pas les autres, comment dans le monde professionnel protéger votre appareil, comment être au courant si jamais un ex-conjoint vous n'aurait pas mis une puce pour vous suivre. Voilà, on a eu toutes sortes d'histoires comme ça et qui montrent en fait l'étendue, en fait, le répertoire qui va de considération matérielle à des enjeux qui sont évidemment beaucoup plus tournés vers le logiciel et qui, comme l'a dit les réparateurs, qui ne sont pas juste des réparateurs des objets, qui sont aussi des gens aux petits soins pour des êtres humains. Alors, il y a une manière un peu caricaturale, comme le montre l'image, d'utiliser la métaphore médicale ou pharmaceutique, hein, avec des clichés qui sont parfois, parfois des clichés sexistes ou des manières un peu superficielles de reprendre ces métaphores. Mais dans la plupart des lieux qu'on a visités, il y avait toujours dans la discussion un moment où le technicien disait mais nous, avant tout, c'est pas juste le téléphone, c'est d'aider les gens parce qu'en fait ça compte pour eux. Là-dedans il y a leur vie ou il y a je sais pas leur vie passée et du coup il y a en fait une manière d'être au chevet en fait de personnes. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément dans les représentations, hein, dans d'autres enquêtes que j'ai pu mener, mais c'est pas forcément le sentiment qui était perçu à propos de ces espaces. Le deuxième enseignement qui, je pense, est important, c'est la question des savoir-faire, des compétences, des procédures techniques qui s'y déploient en fait, hein, et qui sont d'autant plus intéressanante que c'est réalisé sur des objets qui ne sont pas toujours faits pour être démontés, réparés, et qui donnent lieu, alors voilà, je vais passer vite là-dessus, la technique du corps, hein, la question de l'usage des parties du corps, qui sont d'ailleurs grossies hein, dans le trait de ma collègue Anaïs, le fait de faire des gros doigts, de faire des yeux qui sortent, c'est aussi pour matérialiser la dimension à la fois incarnée et perceptible hein, de l'engagement du corps dans des activités de réparation et qui repose là sur tout un continuum en fait, avec des réparateurs qui sont fiers de nous montrer leur diplôme officiel d'électronicien ou de réparateur radio et qui l'affichent dans la boutique, et d'autres qui n'ont absolument pas fait d'études là-dedans, qui débarquent à Genève. Je pense à l'un d'eux qui est réfugié syrien, qui est arrivé il y a 2-3 ans, et qui, pour montrer en fait
des boutiques pour se faire embaucher ce qu'il est capable de faire, et même après dans les boutiques pour montrer en fait aux gens comment on répare, qu'est-ce que c'est qu'un smartphone, créer ces espèces d'objets comme celui qui est représenté sur la droite, qui est un smartphone démonté puis remonté en fait, qui servait, en fait c'est son CV quoi, enfin c'est sa manière de montrer qu'il sait démonter et réparer ces choses-là, et puis ensuite à des clients leur montrer quelles sont les différentes parties du smartphone, qu'est-ce qui compte ou pas. Donc vous avez là tout un continuum d'expertise. Enfin, je veux pas dire juste professionnel amateur, parce qu'en fait, tous ces gens sont des professionnels, mais il y a un degré de formalité, de formalisme ou de structure chez ces réparateurs qui est plus ou moins lié à leurs études, à un ethos de la découverte et de l'exploration, et surtout à un apprentissage constant. Alors, la vignette sur la gauche, c'est un réparateur dans un centre commercial qui a un tout petit stand un peu négligé dans le centre commercial à Genève, et qui nous disait, bah, dès qu'on a un nouveau modèle d'iPhone ou de smartphone qui sort, on le prend et on le casse, on le démonte et on le documente, et on produit, enfin on essaie de le réparer après, et on produit des documents qui décrivent ce que c'est. Donc il y a une question là enfin nous on a analysé ça sous l'angle en fait de la posture du laboratoire telle qu'elle est décrite dans les STS, qui est un classique des STS. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que vous avez les laboratoires de recherche et développement des grandes entreprises, et puis l'autre côté, c'est des gens dans des petites boutiques ou dans des stands de centres commerciaux qui vont constituer des opérations de recherche et développement, de contre-recherche et développement pour développer l'activité économique de leur entreprise en essayant de reconstituer des fonctionnements d'objets. Alors, ils ne le font pas eux-mêmes, ils trouvent des documents en ligne, ça s'appelle des teardown reports, des rapports de démontage, qui sont commercialisés par des entreprises dont c'est le business. Ça coûte entre 4 et 6 000 euros, ce genre de truc. Alors, il y a ce côté savoir-faire qui se construit de cette manière, et puis il y a une expertise qui se construit au travers aussi de la disponibilité ou de mettre de côté des pièces détachées. Alors là, vous avez à droite, ambiance typique d'une des boutiques genevoises, des petits Tupperware avec des pièces détachées de Nokia, de Samsung, de différentes époques, et qui font partie aussi, une des qualités des réparateurs, c'est l'accès aux pièces détachées, soit nouvelles, soit anciennes. Celui que je montre là, sur la droite, c'est quelqu'un qui sait réparer des téléphones GSM, 2G, 3G, et qui, pour ça, a dû constituer ce que l'historien des techniques David Edgerton appelle des techniques de réserve. C'est un peu comme le fait d'avoir une roue de secours dans sa voiture. Lui, il a plein de Tupperware en petites pièces détachées pour pouvoir intervenir. Et puis, ça se traduit aussi par la création d'outils, d'objets ad hoc. Là, vous avez je vais pas dire son nom, mais celui qui est surnommé dans la région lémanique comme le maître de la microsoudure. C'est un ingénieur, je crois qu'il est franco-tunisien, si je me souviens bien, et qui a sans cesse dans son sac ce microscope qui lui permet en gros, de démonter des smartphones, de voir le plaque électronique et de dessouder des composants. On a même vu utiliser ça chez un coiffeur dans un quartier de Genève, et il est extrêmement prisé parce que c'est un des rares ici à maîtriser certaines techniques de ce genre. Donc, activité de contre-R&D qui passe par démonter des objets, par stocker des pièces, par créer des outils, et également à constituer des réseaux. Des réseaux qui, en vignette, la première, c'est le fait que des gens ces boutiques qui peuvent être à la fois en concurrence, mais en même temps s'entraident. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas une pièce détachée, quand il y a vraiment un problème, groupe WhatsApp, et puis l'échange d'informations, je ne sais pas comment récupérer tel modèle d'écran, ou j'arrive pas à régler tel problème parce que blablabla. Il y a dans la région, on va dire, autour, typiquement Genève, Lausanne, voire même Lyon-Grenoble, en fait, des groupes comme ça sur WhatsApp. Et puis, avec le temps, des personnes qui deviennent spécialistes de certaines activités, celui du milieu qui a acheté à Dubaï toute une série de machines de reconditionnement d'écran, et qui, lui, est devenu un spécialiste uniquement du reconditionnement d'écran. Donc, il fournit des écrans reconditionnés à d'autres réparateurs. Il écrit des poésies sur les smartphones aussi, d'ailleurs. Je vous donne un peu quelques détails à propos de ces personnages. Et
Dernier point important de réseau, avec la personne qui détient une boutique de pièces détachées en gros, ancien entraîneur de basket d'ailleurs en Haute-Savoie, et qui a monté 4 boutiques à Genève, puis ensuite une boutique à Lyon, avec l'idée en fait que s'il veut bien servir ses clients, il faut avoir des pièces détachées de qualité. Donc, il y a une quinzaine d'années, il a pris des contacts à Hong Kong et à Waqiangbei, à Shenzhen, en Chine, pour avoir des pièces détachées de qualité, parce qu'il en avait marre de se faire avoir et qu'on lui donne des pièces de mauvaise qualité. Et avec le temps, il s'est dit, en fait, je vais pouvoir aussi monter des business de pièces détachées en gros. Il n'y a pas assez des shops, de magasins en Suisse romande, je le mets à Lyon, et comme ça, je sers en fait la région rhône et puis la Suisse romande. Et donc, lui, au même titre que d'autres, en fait, nous ont rendu attentifs à tout ce circuit plutôt internationaux, en fait, de construction de relations avec les gens de Waqiangbei, qui soit sont en relation directe, le cas de la personne entre Genève et Lyon, soit en fait donne lieu à un certain nombre d'acteurs tiers qui peuvent être situés dans différents pays européens ou notamment Dubaï, pour de l'import-export, parfois en zone franche, de pièces détachées. Et une des compétences en fait des réparateurs, c'est de savoir en fait gérer ou en tout cas mobiliser des réseaux locaux, régionaux, internationaux pour servir leurs clients. Et également, alors, je passe un peu vite parce qu'on va arriver vers la fin, mais aussi à documenter en fait tous ces savoirs, ces savoir-faire, les procédures pour réparer, et parfois les partager, parfois ne pas les partager. Donc, dans les réseaux, il y a tout un jeu en fait de coopétition, coopération, compétition entre est-ce qu'on partage ou pas, est-ce qu'à des moments ça peut être tactique de partager parce que quelqu'un d'autre va pouvoir nous rendre service, des formes de dons contre dons sur ces aspects. Et le point sur lequel j'aimerais terminer, parce que c'était, je pense, le point qui nous a le plus intéressé à l'issue de l'enquête avec ma collègue Anaïs, c'est que ces espaces de réparation, là j'ai parlé essentiellement des boutiques, en fait sont plus que des lieux. Enfin, il y a une espèce de caricature un peu de les voir comme des endroits où on va rapidement réparer son écran. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est toute une vie sociale, une vie de quartier qui tourne autour de ces lieux. Vous avez cette jeune fille là au milieu qui vient parce qu'elle a un problème avec son smartphone et on lui explique qu'est-ce que c'est qu'une carte mère, comment ça fonctionne. Donc des enjeux on pourrait dire de démocratisation, de compréhension de phénomènes techniques qui sont à un certain niveau de complexité. Donc à la fois sur des enjeux techniques d'aider à faire comprendre ce que c'est, mais aussi de faire comprendre comment faire durer ces objets. De donner des conseils, comme le dit la personne qui est dessinée à côté, de donner des conseils aux clients sur comment faire durer la batterie du téléphone, comment fermer le Wi-Fi et Bluetooth, comment le sécuriser. Donc de finalement jouer un certain rôle sur des questions qui peuvent être à la fois d'appropriation technique, mais aussi environnementale. C'est pas des gens qui ont monté ces boutiques, n'étaient pas forcément leur motivation première, c'était pas forcément de dire on va lutter contre les problèmes d'obsolescence, mais ce faisant, en étant en contact des personnes pendant plusieurs années, construisent cette expertise et construisent en fait parfois, donnent des documents, des flyers avec des conseils, avec des manières de faire extrêmement précises. Et c'est doublement intéressant. C'est d'abord intéressant parce que si vous avez suivi il y a une quinzaine d'années les pouvoirs publics, alors c'est pareil en Suisse et en France, mais on mis beaucoup d'espoir dans les Fab Labs, les hackerspaces comme des endroits pour la transition environnementale, pour permettre la durabilité des objets, construire une culture de la réparation. Ça a eu lieu un petit peu dans ces espaces. Mais en fait, ça a eu lieu surtout dans les boutiques de réparation. Et donc, moi, ce qui m'a frappé avec ma collègue Anaïs, c'est la façon dont, finalement, ces espèces de promesses attendues, elles se sont produites ailleurs, dans des espaces qui sont souvent méconnus, négligés, pas respectés comme des endroits qui pourraient contribuer à ces questions, alors qu'en fait, c'est le cas. Et puis, deuxième point, je disais que c'était doublement intéressant, c'est que c'est non seulement intéressant sur des questions de durabilité, mais aussi sur des questions d'appropriation d'objets techniques compliqués,
La petite vignette de bande dessinée sur le côté, c'est une femme d'origine érythréenne qui devait prendre rendez-vous chez le médecin sur l'équivalent de Doctolib en Suisse et qui ne parle pas la langue, qui comprend pas comment ça marche et qui va dans la boutique de réparation pour prendre rendez-vous chez le médecin en Allemagne d'ailleurs. Et en fait, des histoires comme ça, on en a vu plein. Des gens qui doivent faire leur déclaration d'impôt, qui n'ont aucune idée de comment ça marche, qui vont dans la boutique de réparation, des gens qui ont besoin qu'on les aide pour faire des courriers, qui ont besoin d'explications sur comment marche l'algorithme pour s'inscrire à tel endroit. Et donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est que ces lieux sont des espaces finalement qui pallient les questions d'électronisme, d'illettrisme numérique, et qui rappellent, en fait, si vous avez en tête, dans les années 80, les boutiques de photocopieuses qui avaient aussi une sorte de service d'écrivain public, en fait, on retrouve ça dans ces boutiques de réparation pour des gens qui associent toute démarche liée au numérique et les boutiques de réparation comme la même chose. Donc, voilà. Et donc, c'est ce côté doublement intéressant sur l'aspect démocratisation technique, mais aussi environnementale, c'est un levier intéressant, en tout cas pour des politiques publiques ou des formes de réflexion, d'accompagner des transitions dont je parlais tout à l'heure. Et dernier mot de conclusion, tout ça est extrêmement intéressant parce que ces lieux, en fait, opèrent à la fois dans le monde, voilà, consuméristes capitalistes, il faut qu'ils fassent leur chiffre d'affaires, il faut qu'ils vendent des coques de téléphone ou toutes sortes de gadgets aussi pour équilibrer leur budget, et dans le même temps vont aussi payer un café à quelqu'un qui passe pour juste saluer le réparateur parce qu'il est content qu'il y a un an son téléphone a été réparé, avoir une discussion sur tel ou tel sujet. Enfin, il y a un côté un peu vide quartier qui a lieu là-dedans, et aide complètement gratuite qui est fait sur, par exemple, la femme d'origine érythréenne ici, ou aider à remplir la déclaration d'impôt. Et donc ça rappelle dans d'autres champs anthropologiques. Je pense en particulier au livre d'Anna Tsing sur le champignon de la fin du monde. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce travail, mais elle décrivait alors, sur un tout autre domaine, des gens qui sont dans des classes très défavorisées dans l'Oregon et qui vont, parce qu'ils sont d'origine vietnamienne, dans la forêt pour retrouver des champignons, des matsutake. Ils le font avec plaisir, avec une espèce de curiosité pour se retrouver entre eux, pour se raconter des histoires de leurs difficultés. Et ils le font de manière comme ça intéressée entre eux, mais ils le font aussi parce qu'ils peuvent vendre ces champignons qui poussent dans ces forêts dégradées de l'Oregon, parce que ces champignons sont très appréciés par des Japonais et du coup, qui sont prêts à payer très cher pour les acheter. Et donc, Anna Tsing utilisait la notion de patch, de sorte de motif de rapiessage pour décrire ces lieux qui sont à la fois dans l'économie capitaliste mais en même temps en dehors. Et nous, on a eu le sentiment avec ma collègue Anaïs que, en fait, les boutiques de réparation sont des patchs, en fait, sont ces espaces durs à qualifier qui sont à la fois insérés dans une forme économique assez classique, mais en même temps des lieux, d'innovation sociale, on pourrait le dire, et qui, ont cette espèce de double modèle de fonctionnement. Et je m'arrêterai ici. Il y a l'adresse, si jamais, du blog du projet, du livre, si tout ça vous intéresse. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vraiment passionnant. Et puis, il y a une belle progression là dans le suspense pour arriver au patch.